Le président italien Sergio Mattarella, 80 ans, a été réélu pour un second mandat au terme d'un marathon parlementaire. Même si leur gouvernement se veut rassurant, les Ukrainiens se préparent au pire. Les négociations entre Russes et Occidentaux sont dans l'impasse et Moscou continue de masser ses forces à la frontière. Les habitants d'une banlieue de Rotterdam aux Pays-Bas militent contre le prolongement de l'extraction de pétrole sur leur territoire jusqu'en 2050. L'Australienne numéro 1 mondiale de tennis, Ashley Barty, remporte son premier Open d'Australie en battant l'Américaine Danielle Collins 6-3-7-6. Gage de stabilité, le président italien Sergio Mattarella a été réélu ce samedi au terme d'un marathon parlementaire. Sergio Mattarella a recueilli 759 voix sur 1009 sénateurs, députés et responsables régionaux appelés à voter. Âgé de 80 ans, il avait pourtant dit à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas continuer dans ses fonctions. Mais dans la journée, il a fait connaître au chef des groupes politiques sa volonté de se mettre à disposition. Un soulagement pour une grande partie de la classe politique italienne qui craignait une crise institutionnelle et politique en cas d'échec à trouver un successeur à l'actuel président. Les conditions actuelles, économiques et sanitaires, nous imposent de ne pas nous dérober face aux devoirs auxquels nous sommes appelés. Ils doivent naturellement prévaloir sur d'autres considérations et différentes perspectives personnelles, avec l'engagement de répondre aux attentes et aux espoirs de nos concitoyens. Cette configuration assure la stabilité au sommet de l'État en maintenant Mario Draghi à la tête du gouvernement dans une Italie en phase de reprise économique et alors que le gouvernement est à un moment charnière pour la reprise post-Covid. Tous n'ont pas soutenu la candidature de Sergio Mattarella. En réalité, ce choix a créé des divisions au sein des partis et surtout du centre droit. Nous verrons comment cela pourrait influencer le gouvernement dans les prochains mois. Sulla tenuta del governo nei prossimi mesi. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Âgé de 80 ans, le président italien Sergio Mattarella avait dit à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas continuer dans ses fonctions. Il a finalement changé d'avis à la demande de l'écrasante majorité des partis politiques. Députés et représentants régionaux étaient dans l'impasse depuis plusieurs jours, aucun autre candidat n'ayant fait consensus. Il faut dire que Sergio Mattarella est considéré comme très populaire en Italie. Lors de la traditionnelle soirée inaugurale de la Scala de Milan en décembre dernier, il avait été longuement ovationné. Son discours du Nouvel An a quant à lui battu des records d'audience. En 7 ans, il a connu pas moins de 5 chefs de gouvernement. A vu en 2018 les populistes arriver au pouvoir en la désignation de Giuseppe Conte au poste de Premier ministre. Ce dernier, qui entre démission et échec à former un gouvernement, sera remplacé 3 ans plus tard par Mario Draghi, appelé à la rescousse pour sortir le pays de la crise. L'ex-chef de la Banque centrale européenne était jusque-là donné favori pour la présidence de la République. Mais nombreux étaient les parlementaires qui rechignaient à voter pour lui, dans la crainte que son départ fragilise notamment la reprise de la 3e économie de la zone euro et la mise en œuvre des réformes nécessaires pour bénéficier des dizaines de milliards d'euros du plan européen de relance post-Covid. C'est donc Sergio Mattarella qui rempile pour 7 ans un poste qui en Italie est largement protocolaire, mais qui confère à son détenteur un rôle important en cas de crise politique dans un pays dont le paysage politique est très morcelé. Loin de la table des tractations entre les grands de ce monde, les habitants de Kiev rendent hommage aux soldats tombés en 1918 en cherchant à retarder l'avancée de l'armée rouge. Le drapeau ukrainien s'agite dans les rangs de ce groupe qui a sans doute à l'esprit le risque d'une nouvelle invasion russe. En 2014, ce conseiller du vice-premier ministre a organisé une manifestation dans la région de Donetsk en faveur de l'unité du pays. À cause de l'ampleur des combats entre les séparatistes pro-russes et les forces de Kiev, il a dû fuir vers la capitale avec sa famille. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé qu'au cours de ma vie, une chose pareille se passerait. C'est sûrement pour ça que je me prépare à une attaque russe. Alors que 100 000 soldats seraient déjà déployés près de l'Ukraine, Vladimir Poutine mobilise son armée de Sibérie et d'Extrême-Orient pour des exercices avec son allié, Alexandre Loukachenko. Seuls 75 km séparent la capitale ukrainienne de la frontière avec le Bélarus.
L'Europe n'envisage pas de remodeler sa stratégie sécuritaire afin que l'Ukraine redevienne un allié de la Russie. Donc je pense que même si on donne au président russe une grande partie de ce qu'il veut par la voie diplomatique, ça ne sera pas suffisant. Malheureusement, nous nous dirigeons vers une offensive militaire majeure en Europe. Les États-Unis pensent qu'une invasion de l'Ukraine pourrait commencer en février. Ils ont donc placé 8500 soldats en alerte maximale. Le pouvoir ukrainien vise toujours une solution diplomatique. Le président a appelé ses alliés occidentaux à faire preuve de vigilance et fermeté dans leurs négociations avec la Russie. Les ministres français et allemands des Affaires étrangères devraient se rendre en Ukraine les 7 et 8 février. La plupart des habitants de cette banlieue sud de Rotterdam ignoraient tout de l'extraction de pétrole qui s'opérait sous leurs pieds depuis 30 ans. Ils l'ont découvert suite à ce qu'une entreprise, la NAM, demande le renouvellement de sa licence jusqu'en 2050. Depuis, une pétition a rassemblé environ 2000 signatures. Elle vise à mettre fin à ces opérations jugées dangereuses pour l'environnement et les êtres vivants. Nous pensons à ce qui s'est passé à Groningue dans le nord du pays. Si je compare l'extraction pétrolière effectuée là-bas à celle de Rotterdam, je me demande quel impact cela aura sur moi en tant que résidente. Nous ne voulons pas injecter des produits chimiques dans le sol. Cela va à l'encontre des objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Nous souhaitons utiliser moins de pétrole et gaz, pas plus. Les signataires évoquent le cas de Groningue où plusieurs tremblements de terre ont eu lieu tout près des sites d'extraction pétrolière, ainsi que l'engagement du Pays-Bas à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. La NAM prévoit que la subsidence, c'est-à-dire l'affaissement de la surface de la croûte terrestre, ne dépasse pas 2 cm, mais au cours des 35 dernières années, elle en a atteint 5. La décision est à présent entre les mains du ministère de l'économie. La multinationale Rio Tinto n'exploitera pas de mines de lithium en Serbie. Décision du gouvernement serbe après des mois de manifestations menées par des organisations environnementales. Tous les écrits qui liaient l'État au géant minier anglo-australien ont été invalidés. Rio Tinto prévoyait d'ouvrir une mine de lithium dans la vallée de la rivière Jadar, située dans l'ouest de la Serbie. Sous la pression populaire, le gouvernement serbe a cédé. Il assure pourtant que le pays aurait eu beaucoup à gagner avec ce projet qui devait s'étirer sur plus de 50 ans. S'il avait abouti, ce projet aurait pu engranger un revenu annuel de 600 millions d'euros. Et si l'on parle de l'usine de cathodes de batterie, ce revenu ne serait plus de 600 millions d'euros, mais de près de 3,5 milliards par an, à multiplier par 56 ans d'exploration du lithium. Rio Tinto avait annoncé vouloir investir 2 milliards d'euros en Serbie et embaucher plus de 2000 personnes. Pour le président serbe, cela aurait eu un impact plus que positif sur le PIB du pays et sur l'emploi. Il a donc porté le projet à bout de bras. Mais pour cet expert, en abandonnant, l'État passe à côté d'une belle occasion. L'acteur clé dans cette histoire, c'est l'État. Il n'a pas fait d'analyse ni de comparatif coût-bénéfice. Il n'a pas étudié ce qu'il allait gagner et perdre. Outre l'aspect financier, le dossier est devenu un des principaux sujets politiques dans le pays où des milliers de personnes se sont jointes à des manifestations d'opposants à ce projet. Cette décision surprise du gouvernement serbe intervient à quelques mois d'élections législatives et présidentielles. Elles sont prévues en avril prochain. Elle est numéro 1 mondial de tennis depuis septembre 2019 et a remporté ce samedi l'Open d'Australie, son 3e titre majeur. L'Australienne Ashley Barty, Ash comme on l'appelle, a gagné face à Danielle Collins. L'Américaine a réussi à emmener le match au tie-break, mais Ash a rapidement pris l'avantage, s'offrant 4 balles de match et concluant dès la première. Score final 6-3, 7-6. Ashley Barty participait à son 9e Open d'Australie et n'avait jamais dépassé les demi-finales. À 25 ans, elle est devenue la première joueuse australienne à remporter l'Open d'Australie depuis Chris O'Neill en 1978. Une exposition à Vienne revient sur l'obsession que Salvador Dali a vouée dans ses années de formation aux écrits de Sigmund Freud. À travers une centaine d'objets de peinture et d'œuvres variées, le musée du Belvédère démontre l'influence considérable que le père de la psychanalyse a eue sur l'artiste espagnol et son art qu'il a qualifié de surréaliste. Nous couvrons ici une bonne décennie de la vie et de l'art de Salvador Dali. Ce qui nous permet de montrer au public des aspects de son œuvre qui ne sont pas encore connus et pas souvent montrés. Pour le jeune Dali, la lecture de l'interprétation du rêve devient l'une des découvertes les plus importantes de sa vie.
Plus tard, interrogé au sujet de son mouvement, il dira « Sigmund Freud nous a montré la voie ». Grâce au travail de l'Autrichien, le peintre semble avoir réussi à traduire en images ses peurs, désirs et frustrations.